qui est le lord qui a fabriqué ces avions qu'on a dans le ciel devant nous. La grande industrie aéronautique US est aujourd'hui un petit peu, disons, elle n'a plus l'espèce de brillance et de chatoiement qu'elle avait autrefois. Avant qu'on en arrive à l'avion à réaction, et les Anglais l'ont en moitié inventé avec les Allemands, avant qu'on en arrive à l'avion à réaction, eh bien, le chasseur à hélice ultime, celui qui a marqué la fin d'un monde technique, celui des avions remorqués dans le ciel par des gros moteurs emmanchés dans d'immenses hélices. Le chasseur des chasseurs, le Hawker Sea Fury. Un avion qui avait quasiment les performances d'un jet de l'époque. Hein. Ça montait même mieux que les jets de l'époque, les jets de la fin des années 40. Un avion qui en piqué pouvait être amené aux alentours de 800-850 km/h, mais un avion qui, dans cette version en tout cas, était un avion capable d'être posé sur porte-avions. Chasseur ultime. Vous prenez un gamin quasi imberbe, il se rase 2 fois par semaine ou 3 fois par semaine maximum, il a 20 ans, 21 ans et il monte dans ce monstre de plusieurs tonnes avec pas loin de 3000 chevaux dans le nez et ce monstre qui vole à des vitesses phénoménales, 800 à l'heure. Sur le pont d'un porte-avions. Et les porte-avions de l'époque, ils sont pas immenses. C'est le pont d'un porte-avions qui accueille un Sea Fury, mesure 2 cours de tennis mis bout à bout. C'est pas beaucoup. Et pourtant, le gamin de 20 ans se fait des frayeurs, des terreurs pas possibles, mais il le fait. Et pendant la guerre de Corée, en 1950, ce sont des jeunes pilotes australiens qui volaient sur des avions comme le bleu foncé, qui ont pour la première fois dans l'histoire du combat aérien abattu des jets avec des avions à hélice. Alors le bleu foncé qui est au-dessus de nous est piloté par Bruno Ducreux. Le Spitfire est un avion qui est entré dans tous les livres d'histoire. C'est le seul avion que Sa Majesté. Le Spitfire, c'est autre chose. Le Spit, c'est véritablement un monument national. Il y en a quelques-uns qui ont eu la chance de pouvoir monter un jour dans un Spitfire et le faire voler. Et j'ai eu la chance de le faire. Alors pour une fois, je vais employer un peu le jeu. Celui-là, c'est un Spit de la dernière génération avec le gros moteur, le Griffon. Mais les puristes vous diront que c'est les Spit à petit moteur, entre guillemets. Les moteurs qui portaient le nom tout aussi symbolique de Merlin. Merlin l'Enchanteur. Au-dessus de votre tête ne vous paraît pas comme un... C'est pas un toit vitré, c'est un casque. En fait, vous avez l'impression d'être dans le Spit un peu comme un noyau et dans une olive. Et puis vous mettez en route et puis votre premier réflexe c'est de dire je veux descendre parce que ça fait un tel raffut, le moteur devant, ça pue le métal chaud, ça pue l'huile et tout. Et si vous avez eu, comme c'était mon cas, le malheur de mettre en route avec la tête un tout petit peu en dehors du pare-brise, ça pue aussi le cochon grillé parce que vous avez les flammes de l'échappement à la mise en route qui vous grillent les sourcils. Et puis après, vous essayez... Il
avant de voler la première fois en speed, il faut prendre du Lexomil la veille au soir, hein, parce que c'est émotionnant pour le moins. Et donc vous arrivez en bout de piste après avoir eu le faire rouler, c'est quasi impossible. Parce que vous avez des freins pneumatiques qui sont oui-non. Bon. C'est pas un avion moderne du point de vue du maniement au sol. Mais une fois que vous êtes en l'air, quand vous avez eu suffisamment quand vous avez bien respiré, vous avez avancé la manière vous avez essayé de faire ce qu'il faut comme il faut, vous êtes submergé par le bruit, mais vous vous retrouvez en l'air et vous découvrez un truc qui vole sans avoir même besoin d'y penser. Le Spitfire est devenu un mythe. Pourquoi cet avion, construit à des gamins de 19 ans, a construit cette espèce de réputation magique d'avion amical? C'est pas un avion, c'est une ballerine. C'est un truc, vous pensez que vous allez faire quelque chose et il le fait. Et vous découvrez une véritable magie. De l'aviation, on aime bien les records. Eh bien, au jour d'aujourd'hui, l'avion à hélice le plus rapide de l'histoire, qui a atteint Mach 0,91, c'est un Spitfire. En 1935, Reginald Mitchell avait dessiné un avion avec une aile qui avait tous les ingrédients nécessaires pour amener l'avion contre le mur du son. Et il y a un type courageux, un pilote d'essai courageux britannique qui s'appelait Paul Martindale. Qui était monté à 9000 mètres avec son speed et qui l'avait jeté en piqué et qui avait atteint 0,91. Face au Spitfire, il y avait cet avion-là qui a c'est un peu l'avion wagnérien par excellence. Il avait été dessiné par un équivalent germanique de Mitchell qui s'appelait Willy Messerschmitt. Et Willy Messerschmitt avait pondu une merveille absolue, sauf qu'en même temps, en l'air, c'était une merveille absolue, mais au sol, c'était la pire poubelle à poser et à décoller qui ait jamais existé. Cet avion a tué plus de pilotes en accident à l'atterrissage qu'en combat aérien. N'empêche qu'il reste légendaire. C'est l'avion le plus construit de toute l'histoire de l'aviation. C'est le Messerschmitt 109. Un tout petit avion avec, comparé au Spitfire, des ailes de faible surface, avec un moteur Daimler-Benz pour lequel on avait à l'époque inventé l'injection directe qui est dans toutes vos voitures. Un avion, quand on s'installe dans un Messerschmitt, on n'a qu'une envie, c'est d'en sortir au plus vite. Tellement le cockpit évoque un peu un cercueil, on rabat la canopée sur vous, ça fait pompe. Vous êtes installé dans le Messerschmitt d'une façon étonnamment moderne, presque couché, avec les pieds sur les ballonniers accrochés très haut. C'est un avion allemand à 110%. Mais c'est un avion phénoménal. Les noms français, bizarrement, comme Hans-Joachim Marseille. Marseille, qui était un descendant de Huguenots, émigré en Allemagne pour cause religieuse, ou alors Adolphe Galland, qui était le général de la chasse allemande, qui lui aussi venait d'une famille de Huguenots français.
Les Français, eux, ils ont combattu dans la Royal Air Force, des gens comme Pierre Klosterman, ou bien ils ont combattu chez les Russes avec des yaks, comme Kostya Felzer, par exemple, dont je salue la présence du celui-ci là, chassé par Messerschmitt. Sur un flanc du fuselage, et cet avion a été basé à Casablanca. Il était basé à Casablanca en 1942 lors de l'opération Torch, où donc a débuté l'invasion de l'Europe par l'Afrique du Nord par les Américains et les Britanniques. Cet avion était basé au Caucase à Casablanca et il a survécu à cette époque et il a finalement été récupéré et remis en état. Et si parmi vous, il y a des gens qui sont capables de nous signer un gros chèque pour faire en sorte de racheter cette machine à ce citoyen anglais qu'on adore, d'autant plus qu'il habite en France, ça fait rien, ça suffit pas, il est anglais. Un peu de choses près, puisqu'il reste la Grande-Bretagne à être... je dirais farouchement opposé à la domination allemande, et en France il y a la résistance, dans divers pays il y a la résistance. La Russie fait bloc et bloc à travers l'opération Barbarossa, fait bloc à l'avancée allemande vers l'Est. Et les Américains fournissent du matériel à tire-larigot, à convois entiers, ils approvisionnent la Grande-Bretagne, mais une grande partie de l'opinion américaine n'a aucune envie de voir les États-Unis entrer dans la guerre et se dit d'une manière réalisto-attentiste que finalement on pourrait signer avec ce monsieur Hitler et finalement obtenir une sorte de consensus, tout ça. Oh là là, que poser un Messerschmitt est compliqué. Et à l'atterrissage, donc le numéro 3, le Spitfire. C'est aussi un bon moment d'aviation de poser un Spitfire à cause du train d'atterrissage très étroit. Vous voyez que l'avion, il est quasiment en équilibre sur ses deux petites pattes de train. Et il ne faut pas freiner trop fort car ce sont des freins pneumatiques qui sont un peu violents. Et on a vite fait de passer l'avion sur le nez. Vaut mieux laisser rouler et attendre qu'il soit pratiquement arrêté pour commencer à freiner. Pour les puristes, le Spitfire que nous avons devant nous porte les couleurs exactes que portait le plus grand as anglais de la dernière guerre mondiale, Johnny Johnson.